Très chers téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Al24 News. Notre couverture spéciale consacrée à la 3e édition de l'Africa Startup Conference ici à Alger au CIC. Nous sommes en direct pour justement poursuivre ces plateaux qui s'attardent justement aux tenants et aux aboutissants du secteur des startups en Afrique. Nous parlerons aujourd'hui justement de l'environnement et de l'écosystème des startups. Sans plus tarder, je vais m'empresser de vous présenter mes invités du soir. J'ai le grand plaisir d'accueillir un éminent professeur en économie, Taïeb Hafsi. Vous êtes professeur à HEC Montréal. Merci professeur de nous faire l'honneur d'être parmi nous ce soir. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir d'être avec vous. Alors pour vous essayer de vous donner le change ce soir, j'ai le grand plaisir également d'accueillir Madame Samara Louati. Vous êtes Business Angel, vous nous venez en directement de Tunisie. Merci Madame de nous faire le plaisir d'être avec nous. Merci à vous pour l'accueil et un plaisir d'être avec vous également. Allez, sans transition aucune, professeur, vous qui avez tellement de recul sur ce continent africain et sur son environnement économique, est-ce que vous pouvez nous parler de votre propre perception de ce qu'est l'environnement, l'écosystème des startups sur ce continent? Bon, on vient d'assister à une rencontre qui justement parlait de comment concevoir l'écosystème des startups et bien entendu focaliser sur la réussite des startups. Et quand on parle de réussite, la plupart des gens pensent d'abord au financement, c'est-à-dire l'investissement qui est nécessaire pour faire décoller une entreprise. Mais en réalité, la réussite dépend de beaucoup de facteurs. Les recherches montrent qu'il y a une série de facteurs dans bien sûr, le financement. Alors bon, moi, personnellement, compte tenu de mon parcours, j'ai tendance à penser que la qualité de l'idée, la qualité de la stratégie, la capacité à être distinct, la capacité à être unique en quelque sorte, c'est ce qui a fait la réussite qui a fait les grandes réussites, si vous préférez. Oui. Et alors bon, bien sûr, il y a l'entrepreneur, lui a besoin d'un réseau, il a besoin de facilités, etc. Et il y a bien sûr tous les rapports qui peuvent exister entre l'action d'entrepreneur puis l'action des pouvoirs publics, qui est aussi un autre facteur de réussite. L'entrepreneur, il est dans le métier de résoudre des problèmes. Que finalement, si vous êtes un entrepreneur, c'est parce qu'il y a un problème à résoudre et que vous êtes là pour trouver une solution originale, qualité, etc. Cette solution est amenée à être commercialisée, de créer de la richesse et de la valeur. Exactement, c'est-à-dire finalement, il y a un marché éventuellement, vous trouvez la formule qui vous permette de réussir dans ce marché-là, peut-être même d'être compétitif dans ce marché. Alors donc l'idée et son originalité est quelque chose d'important. Alors moi également, quelque chose que je valorise beaucoup, c'est l'ambition, c'est-à-dire que moi, il me semble que ceux qui réussissent sont souvent des gens qui ont de grandes ambitions. C'est-à-dire celui qui pense petit, la capacité à réussir est relativement réduite. Alors, peut-être un dernier mot aussi sur la réussite, c'est les rapports ou les relations qui existent entre ce que l'État fait ou ce que le gouvernement peut faire et puis ce que l'entrepreneur peut faire. Moi, j'ai observé, et ce n'est pas vrai seulement de l'Algérie, j'ai observé que très souvent, les gouvernements font ce que normalement l'entrepreneur fait, c'est-à-dire rentre dans des détails qui sont insignifiants et ne s'occupent pas de ce qui est normalement très important pour eux, qui est créer un cadre qui facilite l'action des startups. Et souvent, l'entrepreneur, qui est normalement celui qui doit s'occuper du détail, souvent est obligé de s'intéresser aux institutions, à la façon dont elles fonctionnent, etc. Alors donc il faut un peu inverser les choses si on veut que les startups réussissent. Il faut que l'État soit dans le métier de rendre facile. Alors rendre facile, nous sommes dans un cadre qui est un cadre africain. Ça suppose une série de projets. Par exemple, tout à l'heure, Madame dialoguait avec d'autres collègues africains. C'est peut-être qu'un des projets, c'est est-ce que l'on peut penser un marché, même de l'investissement, qui soit un marché africain?
C'est-à-dire que finalement, l'entrepreneur trouve un cadre et un écosystème, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, qui est un écosystème facilitateur. Intégré, peut-être c'est le terme qui conviendrait, un écosystème intégré, d'où ces grands projets d'intégration économique en Afrique. Justement, madame, l'activité des business angels par rapport aux startups est indispensable, comme qui dirait, cela ne va pas sans l'autre. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de l'environnement des business angels qui essaient malgré tout de se frayer un chemin dans l'environnement des startups en Afrique? Très très bonne question, merci de me la poser et de pouvoir en parler sur votre télé parce que c'est quelque chose qui est important de vulgariser ce qu'est un business angel et d'inciter peut-être plus de personnes physiques à investir leur propre patrimoine, oui. Mais une partie, hein, j'insiste. Capital, parce que, oui. Capital, je ne veux pas inciter les gens à investir dans les startups parce que tout le monde sait normalement que c'est un investissement très risqué. À risque, oui. Voilà, donc en fait, on peut investir une partie de son capital tout en sachant que potentiellement on peut tout perdre. Donc voilà, déjà je mets cette base. Mais j'ai envie de dire que n'importe quelle personne qui a envie de s'investir dans le monde des startups, de l'innovation, de rejoindre l'écosystème, peut le faire si elle a un peu d'argent de côté pour encourager des petites pousses, comme on les appelle, des petites startups à émerger. Parce que l'investissement Business Angel, il intervient au tout début de la vie de startup. Ouais. Donc en fait, il y a 3 grandes phases. Plus ou moins. Après, voilà, on peut aller dans les détails. Mais en gros, pour commencer, pour lancer sa start-up, on a besoin d'avoir des gens qui croient en nous, donc ce qu'on appelle la famille, family and friends, ou les fous. Les 3 F en fait, parce que voilà, on est au tout début, tous les risques sont là. Donc ceux qui croient en nous, c'est ceux qui croient en notre capacité en tant que personne à délivrer le projet ou l'idée, comme disait professeur Hafsi, à délivrer ce projet. Et donc ils vont investir. Eux, on peut les considérer comme des business angels, mais très 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 avancés parce qu'ils connaissent la personne, ils font partie de sa famille, etc. Ils croient en lui. Suite à ce stade, une fois qu'on a dépassé ce stade, qu'on a construit son MVP ou son proof of concept, on commence à s'intéresser ou à avoir besoin de financement peut-être extérieur. Ouais. Et là, avant de s'orienter vers les grands fonds, on entend parler dans le monde des startups de VC, de fonds d'investissement, oui. Etc. Mais avant d'arriver à ce stade, il y a un maillon au milieu, ce qu'on appellerait le financement mezzanine ou entre les deux. Et c'est là que les business angels sont censés intervenir. Oui. Donc c'est une phase early stage, c'est-à-dire on est encore au début, une phase d'amorçage du projet. Première année, généralement. Voilà, première année, même ça peut être plus tard. Ouais. Mais en tous les cas, la start-up n'est pas encore complètement outillée pour attaquer la recherche de fonds auprès des fonds d'investissement. Ouais. Voilà. Chose qui est faite généralement autour de la 3e année. Plus ou voilà, moins. Plus ou moins. C'est des moyennes. Ouais. Voilà, ça dépend de la vitesse de progression des startups. Mais donc à ce moment-là, nous, par exemple, aujourd'hui, donc je suis là présente en ma qualité de business angel. J'ai eu le plaisir de fonder il y a 4 ans un réseau de business angels de la diaspora. Et donc notre objectif de la diaspora africaine et notre objectif était d'investir dans des startups africaines à fort potentiel. Et donc, comme on s'adresse à un marché qui est large et qui est différent, malgré là aujourd'hui on parle du fait qu'on est africain, etc. Mais il y a beaucoup de diversité dans ce marché. Donc il y a des marchés qu'on connaît plus que d'autres. Et par conséquent, notre thèse d'investissement, pour qu'elle soit commune et qu'on ne fasse pas en gros de différence entre les pays africains qu'on vise, c'est d'avoir généré, on intervient quand la start-up a généré des revenus. Oui. Donc pas au stade d'idée, mais au moment où cette start-up a pu trouver un marché, a pu vendre son produit ou son service. Et c'est à ce moment-là que nous, on peut se positionner pour donner un petit coup de pouce pour qu'elle aille, par exemple, conquérir un autre marché de la région ou à l'international. C'est vraiment à ce moment-là que nous, on souhaite investir. Et ça intervient un peu tard, peut-être, dans la chaîne de financement
early. Donc en fait, on est late dans le early, c'est-à-dire en aval, oui. Voilà, en aval. En aval dans la phase initiale. Dans l'amont. Voilà, en aval dans l'amont. Voilà. Voilà. donc il y a des business angels qui se positionnent plus en amont, justement, même au stade d'idée. Et là, le risque est plus grand, bien sûr, parce qu'il n'y a pas eu de revenus qui sont générés, etc. Et donc, le retour sur investissement devrait être plus grand quand on se positionne plus tôt. Donc, plus on intervient tard dans le cycle de progression de l'entreprise, plus le risque est moindre et donc le retour sur investissement à la fin est moindre. Mais c'est très important dès le début de travailler et de commencer à réfléchir à la stratégie d'exit, de sortie. Parce que tous les investisseurs, que ce soit business angels, que ce soit les fonds d'investissement, quand ils investissent dans une start-up, ils s'attendent à un moment donné, après 3, 4, 5, maximum normalement 7 ans, de sortir du capital de la start-up. Et cette sortie-là, dans nos pays, en tous les cas, parce que j'ai eu la chance aussi d'être bien impliquée dans l'écosystème français, j'ai été membre de FBA, Femmes Business Angel en France, etc. Donc je connais aussi l'écosystème européen, oui, qui est plus mature, oui, bien sûr, que le nôtre. Et donc je vois que, il y a beaucoup de choses encore à faire en termes de maturité des startups et de cette réflexion à l'exit ou à la sortie. Comment on va, c'est bien d'intégrer ou de faire entrer des investisseurs au début, en amont, en aval, etc. Mais comment après on va les faire sortir? Et pour l'instant, dans nos écosystèmes, ce n'est pas quelque chose qui est encore mature. Donc voilà, je profite de cette occasion pour en parler, oui, parce que toutes les startups ici présentes à l'ASC ou qui nous entendent à la télé devraient commencer très tôt en fait, à savoir quand ils vont parler aux investisseurs, de commencer à évoquer avec eux leur stratégie de sortie. Voilà, c'était… Très bien, merci. Madame professeure, alors ce qui caractérise justement peut-être ce marché africain, je le disais encore balbutiant des startups, c'est son aspect, du moins sur le plan économique, aspect hétéroclite qui peut-être rend l'intégration de l'écosystème au niveau africain, je rappelle 54 pays un peu difficile. Beaucoup de pays choisissent avant justement d'aller à l'échelon régional et tenter une expérience d'intégration des différents systèmes de développement des startups mis sur les fonds d'investissement dits peut-être gouvernementaux ou publics, mais est-ce que les fonds qui sont investis dans ces fonds d'investissement sont nécessairement publics ou est-ce qu'ils doivent justement faire une part belle aux investissements privés venant des business angels, du capital risque ou d'un autre modèle de financement? Oui, c'est-à-dire que le marché de l'investissement en Afrique est un marché naissant. Oui. Ce n'est pas un marché qui a encore besoin de beaucoup de maturité. Si les gens, par exemple, vont en Californie, à Silicon Valley, c'est parce qu'il existe un marché qui est extrêmement dynamique et bien organisé. Oui. C'est-à-dire les financiers et les investisseurs eux-mêmes sont passés par des mécanismes de start-up. C'est-à-dire les sociétés de financement ont été au départ aussi des start-up. Alors donc, elles se sont développées, sont devenues des entreprises florissantes. Et connaissent bien les risques dans ce cas-là. Pardon ? Connaissent bien les risques. Alors bon, une fois que… Mais le risque est toujours là, c'est-à-dire parce que ensuite elles sont dans le métier du risque. C'est-à-dire d'investir dans des autres qui, vous n'êtes jamais sûr si ça va être une réussite ou pas. Enfin, c'est ça l'idée. Alors donc, quand on regarde le système de financement, en Afrique, c'est un système de financement qui est en émergence, on va dire ça comme ça. Alors, et quand on parle de système en émergence, il faut parier sur les capacités africaines, c'est-à-dire le fait qu'il existe d'abord une histoire commune africaine, qu'il y a des liens affectifs africains qui permettent peut-être une action plus collective. Oui. En Afrique que celle que l'on voit par exemple, je ne sais pas moi, aux États-Unis ou en Europe ou ailleurs. Donc il y a probablement des actions à mener, mais bien entendu, comme partout, l'organisation passe par une spécialisation. C'est-à-dire que finalement, madame, probablement, ne va pas investir dans tout. Elle a
des connaissances dans certains domaines d'activité. Exactement. Je ne sais pas moi, l'agroalimentaire ou des choses de ce type-là, qui vont, parce qu'elle a une intuition sur comment ça marche dans cette activité-là. Et si elle trouve bien entendu des partenaires africains, bon, d'abord algériens, n'est-ce pas? Bien sûr. Puis peut-être de Sénégalais, d'autres pays d'Afrique, à ce moment-là, ça rend l'investissement plus faisable et en même temps, ça offre aux startups un marché ou en tout cas un écosystème beaucoup plus riche que celui qu'ils ont actuellement, quoi. Très bien, Madame El Louati, ici à l'Africa Startup Conference, il est fait état de différentes expériences nationales en matière de développement des startups. L'Algérie a la sienne, une politique qu'elle a amorcée à partir de 2019 avec un certain nombre de mécanismes mis en place tant sur le plan juridique que sur le plan systémique, organisationnel. Pouvez-vous nous parler de l'expérience tunisienne en la matière, justement? La Tunisie est connue pour être l'un des pays à l'avant-garde du développement du secteur en Afrique. Quels sont les atouts d'un pays fort, également de sa jeunesse, comme tout le continent africain, et également d'autres atouts, disposant d'autres atouts permettant à ce secteur des startups de décoller? Merci aussi pour cette question parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Je parlerai du premier Startup Act, je pense, en Afrique, qui était tunisien il y a une dizaine d'années. Justement, ça a mis les bases pour favoriser et faire éclore des startups plus compétitives à l'échelle internationale parce que ça a facilité pas mal de choses en termes d'accès au financement, en termes d'accès au marché, donc vraiment ça a été une bouffée d'air et une avancée majeure, je pense, dans l'écosystème tunisien qui a transformé justement un petit écosystème balbutiant en un écosystème naissant. On n'est toujours pas mieux structuré, mais mieux structuré, avec plus de facilité, plus reconnu sur l'échelle justement gouvernementale, institutionnelle, parce que avant, voilà, le terme même de start-up était méconnu, encore moins les mécanismes qui permettent de développer des startups, etc. Donc il y avait beaucoup de méconnaissances qui ont été, grâce à ce peut-être premier acte significatif de collaboration justement entre le public et le privé, mais plus entre le monde institutionnel et le monde des startups, grâce à ce Startup Act, qui a permis le rapprochement des deux mondes et la mise en place justement de bases solides pour l'écosystème. Aujourd'hui, donc une dizaine d'années après, nous ressentons le besoin au sein de l'écosystème tunisien d'aller encore plus que le premier Startup Act. Il y a des discussions autour d'un deuxième Startup Act, de plus de facilité justement pour l'accès au financement, notamment pour l'aspect fiscalité, aussi bien pour les investisseurs que pour les startups elles-mêmes, les cartes technologiques ou les cartes qui permettent justement d'acheter peut-être des choses notamment technologiques à l'étranger parce que voilà, ça peut nécessiter des investissements qui viennent de fonds internationaux. Donc voilà, il y a beaucoup de problématiques qui sont en train d'être étudiées actuellement, notamment aussi d'ailleurs dans le cadre aussi de la loi de change, etc. pour faciliter et donner la possibilité à ces startups qui sont là maintenant d'aller vraiment conquérir des marchés à l'international. Parce que je le disais justement tout à l'heure à la réunion, une start-up n'est start-up que si elle est scalable. Et qui veut dire scalable, ça veut dire qu'elle a accès à un marché en théorie infini, en tous les cas un très grand marché. Et pour avoir accès à ce très grand marché, il va falloir avoir des fonds qui viennent un peu de partout normalement et surtout pouvoir acheter et vendre à l'international. Donc une équation scalabilité-financement. Scalabilité, financement, pour pouvoir vraiment être compétitif à l'échelle internationale avec d'autres startups. Et donc, juste pour revenir aussi à l'aspect Business Angel et au fait qu'on disait en Afrique, peut-être certains pays ne sont pas encore à ce stade, comme l'Algérie ou la Tunisie, mais ils sont en train d'y arriver et beaucoup sont en train de mettre en place aussi actuellement leur propre Startup Act, etc. Donc, on est en train de tous
un peu d'arriver au même stade d'harmonisation. Il faut aller vraiment vers ça, vers l'harmonisation un peu des structures légales et des conditions d'investissement dans tous les pays africains pour justement avoir cette force de frappe tous ensemble en tant que région, aussi bien en tant que marché énorme, on le disait aussi tout à l'heure, ou en tant que marché attractif. Oui. Même pour des startups étrangères qui voudraient finalement venir s'installer en Afrique pour toutes les qualités qu'on connaît, aussi bien des ressources humaines, etc. Mais aussi parce qu'il y a du financement africain qui va permettre à ces startups-là de se baser et de créer de la valeur en Afrique. Et donc, avec ici d'ailleurs à l'ASC l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait annoncé la création de l'AFBAN, l'African Federation of Business Angel Network, et j'ai le plaisir d'être vice-présidente. Et pourquoi j'ai rejoint cette aventure AFBAN? Parce que un des objectifs qu'on s'est fixé, et j'espère qu'on va vraiment arriver à le mettre en place de la manière avec laquelle on l'a conçu en tous les cas, c'est de disséminer cette culture justement d'investissement, de business angel dans tous les pays africains. Et nous avons des discussions avancées et des engagements même actuellement avec des pays africains qui n'ont pas de réseau de business angel encore, pour créer des nouveaux réseaux, pour les former, pour leur montrer un peu ce qu'on est en train de faire dans nos pays et comment ça peut être dupliqué pour justement, encore une fois, augmenter cette force de frappe parce que tous ensemble, on peut investir dans des startups qui très vite peuvent devenir des champions régionaux. Merci Madame. Une dernière question, professeur. Verriez-vous d'un bon œil peut-être la création d'un fonds d'investissement dédié aux startups au niveau africain? Est-ce que je verrais... Est-ce que vous verriez d'un bon œil Bon, honnêtement, je pense que l'opportunité est là. C'est-à-dire, il y a suffisamment d'activités en Afrique et des opportunités en nombre suffisant pour que se développent, en tout cas qu'émergent des investisseurs au niveau africain. Donc il y a pas de doute là-dessus. Maintenant, n'oubliez pas, je pense que Madame a évoqué un peu un élément important. Les gouvernements jouent un rôle très important. C'est-à-dire qu'il est essentiel que le cadre soit un cadre qui présente le moins de contraintes possibles à l'action des entrepreneurs et notamment des investisseurs. Et donc, plus le cadre est ouvert, plus la possibilité de développer des fonds d'investissement de qualité importants. D'autre part, les gouvernements aussi, si on regarde en tout cas l'expérience des pays occidentaux, les gouvernements aussi sont dans le métier de créer l'infrastructure d'innovation, de technologie, etc., qui est l'input nécessaire, qui facilite l'investissement. Parce que l'investissement est possible lorsqu'il existe les conditions qui facilitent cet investissement. Donc, par exemple, les gouvernements, notamment les gouvernements en Afrique, sont des gros acheteurs. C'est aussi, ils ont besoin de faire des développements technologiques dans certains secteurs d'activité. Donc, ils peuvent utiliser tout cet élément-là pour créer cette infrastructure à la fois intellectuelle, d'innovation, etc. D'ailleurs, d'en parlait le ministre tout à l'heure quand nous étions ensemble. Merci professeur. Une dernière question à vous également, Madame Samara El-Ouati. Quel est le rôle des banques, qu'elles soient publiques ou privées, aujourd'hui, justement, dans le développement du secteur des startups? Doivent-elles, au niveau africain, prendre davantage de risques? Alors, c'est sûr, parce que on démarre de loin en fait. On avait un modèle de financement qui était très classique, très orienté grands groupes. La notion de start-up, je pense, pour nos banques... Elle s'oppose à la notion du grand compte organisé, structuré, voilà, avec très peu de risques. Voilà, exactement. Donc vraiment, il y a eu, je pense, beaucoup de travail qui a été fait, encore une fois, ces dernières années. Je parle de l'exemple de la Tunisie en tous les cas, oui, pour faire rapprocher les banques aussi de ce monde, de cet écosystème de start-up, pour les convaincre que... il y a un risque, certes, mais il va falloir savoir et comprendre et comment le mesurer pour justement
investir, bien sûr intelligemment. Il n'est pas question de mettre de l'argent sans aucune garantie de retour, même si, comme disait professeur Hafsi, le risque est grand, personne ne peut savoir à l'avance si la start-up vraiment va devenir une licorne ou pas. Donc, l'économie nous a appris par le passé que les secteurs les plus résilients peuvent faire face à des situations imprévues. La crise des subprimes en est peut-être le meilleur exemple. Tout à fait. Tout à fait. Donc, mais c'est le rôle aussi, et c'est le métier des banques de calculer le risque. Oui. Et donc même, donc ils doivent, et ils sont en train, je pense, de mieux appréhender cet écosystème, ces nouveaux acteurs de l'économie, et comment les servir au mieux. Mais tout à l'heure, on parlait aussi de fonds de garantie. Oui. Les banques sont habituées aussi à avoir des fonds de garantie sur certains secteurs risqués, par exemple. Exactement, qui garantissent leurs prêts. Voilà. Donc, je trouve ça tout à fait compréhensible et même souhaitable, justement, d'avoir des fonds de garantie, souverains ou financés par des bailleurs de fonds, etc., qui vont inciter les banques, justement, à parcourir ce dernier mile d'investissement risqué. Franchir le pas. Franchir le pas. Ouais. Donc ça leur donne une certaine sécurité. Exactement. Et ça va les inciter à aller encore plus dans l'investissement dans les startups. Cela dit, il y a donc différents types d'investissements. Là, on pense surtout, et on est en train de parler d'investissement en equity ou en actions, parce que c'est le mode le plus standard quand on parle de VC ou de business angel. Mais les startups aussi peuvent avoir besoin de prêts bancaires. Et dans ce cas, les acteurs premiers, c'est les banques. Exactement. Certains autres acteurs peuvent aussi donner des prêts, mais voilà, les acteurs classiques, etc., c'est les banques pour donner des crédits, des obligations convertibles. Il y a vraiment, je ne vais pas entrer dans le... Voilà, mais il y a plusieurs mécanismes de financement, formes de financement, plus ou moins risqués. Et donc, vraiment, les banques, clairement, ont un rôle primordial à jouer, mais ils sont un acteur parmi tant d'autres pour justement compléter cette chaîne de financement qu'on peut mettre à disposition des startups et des innovateurs. Merci à vous, Madame Samara Louati. Je rappelle que vous êtes business angel tunisienne. Vous avez votre propre réseau de business angel au niveau, à l'échelon africain, dédié à la diaspora africaine. Taïb Hafsi, professeur en économie à HEC Montréal. Merci à vous de nous avoir éclairé un peu sur la manière dont il convient de financer les startups au niveau africain. Mesdames et messieurs, l'actualité se poursuit sur Al24 News. À très bientôt.